Hey! Est-ce que comme moi tu as vu que cette semaine .NET 5 est sorti? Et je te propose dans cette vidéo de faire un saut en arrière de 20 ans et de retracer l'historique de .NET. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'historique de .NET pour la sortie de .NET 5, donc qui remplace en gros .NET Core. Ça fait des années qu'on l'attend et franchement je suis hyper enthousiaste. C'est enfin une version unifiée de .NET et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Vincent. Si tu ne connais pas cette chaîne, bienvenue sur BumbleDev. N'hésite pas à t'abonner, ici on parle de développement et tout ce qui peut tourner autour. Alors, on va commencer par faire un saut en arrière de 20 ans, on revient au début des années 2000, même fin des années 90. Tout va changer à ce moment-là. En fait, on arrive à l'explosion de la bulle Internet, notamment grâce à des technologies réseau qui évoluent. On va arriver sur de l'ADSL, donc on a des débits de quelques mégas, ce qui va permettre de faire des sites web de meilleure qualité. Et on va voir que pour ça, il faut des frameworks web qui sont un peu plus riches, un peu plus poussés que ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas seulement ça, il y a aussi le Wi-Fi qui va arriver dans les années 2000. Donc on va avoir des devices qui sont de plus en plus connectés. On est chez Microsoft dans les années fin 90 et à cette époque, il y a une grosse séparation entre deux mondes. Il y a le monde des Windows clients avec Windows 98, Windows Me, et il y a la partie serveur qui s'appuie sur NT4. Et les deux sont totalement séparés, c'est-à-dire que vous avez du mal à faire tourner les applications qui tournent sur la partie client, sur la partie serveur, et vice-versa. Il faut souvent développer deux versions de l'application. Microsoft veut unifier les développements, unifier les OS, et va sortir en 2000, Windows 2000. On aura une version serveur et une version cliente. Mais les applications doivent pouvoir tourner facilement sur les deux. À l'époque, je vous rappelle, on n'a pas le .NET et ce qu'on a sous la main finalement c'est du Java avec J++ sous Windows, du VB et du C++ façon Microsoft. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la stack réseau va changer, il faut aussi avoir une plateforme qui va supporter le développement sur ces nouvelles technologies, notamment TCP/IP, puisque à l'époque il y avait encore pas mal d'applications qui utilisaient IPX et non pas TCP/IP pour fonctionner sur la partie réseau, et c'est vraiment une révolution au niveau réseau dans ces années 2000. Donc Microsoft a l'ambition de créer une nouvelle plateforme de développement qui va s'appeler .NET, et c'est la première fois que Microsoft s'engage à développer from scratch une plateforme de développement. Donc évidemment on sait que Microsoft a Visual Basic, mais c'est basé sur du Basic, c'est une refonte. On a J++ qui est une refonte du JDK. Voilà, donc là ça va être vraiment une nouvelle plateforme unifiée qui va tourner sur le serveur, qui va tourner sur le client, avec les mêmes API, qui va s'appuyer sur les nouvelles API de Windows 2000, donc qui sera très riche. Dès le début, Microsoft pense avoir un langage assez proche du Java, en tout cas une plateforme assez proche du Java, c'est-à-dire qu'il va y avoir un runtime qui vous permet de faire fonctionner votre application, peu importe la plateforme. Vous allez du coup pouvoir faire fonctionner votre application sur la partie cliente comme sur une partie serveur, voire même sur des OS différents. Et dès les premières versions de .NET, donc .NET va finalement... les premières ébauches sont en 2001, je me rappelle très bien avoir installé et écrit des articles pour installer Visual Studio.NET en 2001, c'était une galère sans nom. Il y avait énormément de prérequis, notamment liés à 2IS. 2IS qui est pareil, une nouvelle version à l'époque avec Windows 2000. Donc en 2001, on a cette version bêta alpha, et c'est finalement qu'en 2002 que la première version va vraiment sortir avec C#1, VB7 et J#, qui va être oublié finalement assez rapidement, mais qui permet de porter des applications qui sont faites en J++ en .NET. La grosse révolution, ça va être plutôt au niveau de l'unification du développement web et des applis Windows. On va avoir cette espèce de même philosophie
Donc on va appeler ça des WinForms pour la partie client lourd et des WebForms pour la partie client web. Et les deux se programment de façon assez proche, ce qui est bien pour commencer, mais ce qui est finalement une mauvaise chose pour le web, mais ça on en reparlera après. Donc 2002, j'ai déjà mon framework, je peux commencer à développer des applis. Et on va arriver sur 2003, et en 2003, il y a un truc très intéressant, c'est que je vous ai dit que .NET était multiplateforme et voire multi-OS, sauf que Microsoft à cette époque veut vendre de la licence Windows. Okay, le but c'est de vendre du Windows, du Visual Studio et de l'Office. Du coup, on ne va pas trop s'occuper de la partie Linux ou Unix. On va avoir une ébauche qui s'appelle Rotor, qu'on verra très très peu, souvent juste en démo et qui tourne sur FreeBSD et qui permet de faire tourner les applis console seulement sur FreeBSD. C'est l'implémentation de l'ACLI, le CLR. Donc .NET commence un petit peu à s'imposer doucement. Et on a une personne, un développeur très connu sous Linux qui s'occupe de GNOME à l'époque, qui va créer Mono. Et cette personne, c'est Miguel Icaza. Très rapidement, Novell va racheter la société de Miguel qui s'appelle Ximian et continue de travailler sur Mono. En même temps, on va avoir un nouvel IDE open source qui est Sharp Develop qui permet de faire du .NET sous Linux. Donc vous avez maintenant un IDE qui est disponible sur des plateformes non Windows, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Vous deviez forcément utiliser Visual Studio. Peu de temps après, Sharp Develop est forqué et on obtient Mono Develop qui va rester pendant des années l'outil de prédilection pour Mono. On arrive maintenant en 2005 et c'est la sortie de .NET 2, sa version 2, et on a une nouvelle version de C# avec des génériques, une énorme révolution. Pour moi, c'est la plus grosse révolution de cette année. On a les génériques qui permettent enfin d'avoir un code qui est beaucoup plus tab safe, notamment tout ce qui va tourner autour des listes, parce qu'on a aussi le pattern itérator qui est intégré, donc toutes nos boucles qui utilisent des for each vont pouvoir être tab safe grâce au générique. On a une nouvelle version de VB, VB8, mais on a surtout un nouveau langage. La première version de F# arrive en 2005. Un nouveau framework fait son apparition, c'est le framework Micro.NET qui est utilisé pour faire de l'embarqué, notamment dans des voitures ou des petits devices. 2005, c'est aussi l'année de création de Git. Donc jusqu'à maintenant, on utilisait SVN, un contrôleur de source uniquement sur la partie serveur. Avec Git, c'est une révolution. Vous allez avoir vos sources qui sont versionnées en local et sur le serveur. Mais c'est pas tout. Mono continue d'évoluer et une société est très intéressée par C# notamment et la partie .NET et décide de créer un moteur de jeux vidéo basé sur du .NET. C'est Unity 3D. Aujourd'hui, tout le monde connaît Unity 3D. Et à l'époque, c'est assez exceptionnel de voir une société partir sur .NET pour créer un moteur de jeu vidéo. Donc ils vont utiliser le C# comme langage. Ils vont créer aussi un langage un petit peu à part qui s'appelle le Boo, qui ressemble à du Lua. Et il y aura aussi une version en JavaScript. 2006, Microsoft continue d'enrichir son framework .NET, rajoute 4 briques dans le framework .NET 3. On va retrouver WPF qui est une révolution au niveau présentation d'applications Windows, puisque vos applications vont maintenant pouvoir bénéficier des cartes graphiques 3D. Donc on avait jusqu'à maintenant uniquement du WinForm qui était une techno très sympathique mais très lente. Et ici on va avoir WPF qui est très riche, qui permet de faire des composants graphiques impressionnant et qui utilise les performances de votre carte 3D si vous en avez une évidemment. Deuxième brique, c'est WCF. On est encore à l'époque sur des services web SOAP. La plupart du temps, le XML s'impose énormément. C'est la référence depuis des années. On fait beaucoup d'XML, mais avec WCF, vous pouvez faire une abstraction et avec le même composant pouvoir faire du SOAP, du XML de base, du web basique et même du binaire. Vous pouvez absolument tout faire. Par contre, ça demande énormément de configuration et c'est
relativement lourd finalement à configurer et à mettre en place. On a aussi une brique qui permet de créer des workflow foundation. Cette brique, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, c'est plutôt une brique qui se rapproche de Beastalk. On va faire des boîtes, on va connecter les boîtes, on dessine un workflow, quelque chose d'assez classique finalement. Et enfin, quatrième brique qu'on ne verra quasiment nulle part, personnellement je ne l'ai jamais vue, c'est Windows Card Space. C'est une brique qui va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Comme je l'ai dit, Mono continue d'évoluer, notamment avec Unity, mais pas que. Il y a des applications qui sont faites sous Linux. Malheureusement, Mono ne peut pas évoluer assez vite à cause de brevets autour de .NET déposés par Microsoft. Et en 2006, Novell et Microsoft passent enfin un accord de non-concurrence et Microsoft s'engage à ne pas poursuivre Novell en cas de violation de brevets logiciels autour de .NET. 2007, encore une nouvelle version du framework et notamment une nouvelle version de C#, C# 3 qui va ajouter une brique révolutionnaire une fois de plus, c'est Link. Depuis la création de .NET, on imagine dès le début un langage de requêtage intégré à C# et intégré à .NET. Et c'est enfin dans cette version qui va pouvoir arriver, c'est le Link. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Link, c'est un langage de requêtage intégré qui va permettre non pas seulement de faire des requêtes sur des objets, mais aussi grâce à un système de provider de requêter n'importe quel système. Vous pouvez requêter des bases SQL, vous pouvez requêter du web, vous pouvez requêter de l'Active Directory. Du moment que vous arrivez à créer un provider, vous allez pouvoir requêter n'importe quoi et ça de façon assez type safe. Tout ça, c'est grâce évidemment à des ajouts qu'on a dans cette version. On a des lambdas, on a des types anonymes, on a des méthodes d'extension et on a des types implicites. À côté de ça, deux nouveaux frameworks font leur apparition. On a le Compact Framework qui permet de développer sur des périphériques mobiles type Pocket PC ou Windows Mobile. Et on a Silverlight qui est une révolution, qui est le concurrent de Flash, qui va permettre de faire tourner du .NET directement dans un browser. La première version de Silverlight est plutôt orientée streaming, donc vidéo streamée par 2IS, sur lequel il y a des nouvelles briques qui permettent de faire du streaming en live. À côté de ça, 2007, c'est la révolution dans le monde, c'est la sortie du premier iPhone. Ça va absolument tout changer, on devient beaucoup plus mobile, tout le monde veut un iPhone, tout le monde veut un smartphone. C'est vraiment dans ces années 2007 que la technologie de ce qu'on appelle maintenant des smartphones fait son apparition. 2009, c'est une petite révolution dans le monde mono puisque c'est la sortie de MonoTouch, la première version qui va permettre de créer des applications .NET sur votre iPhone. La petite note intéressante qui a permis d'arriver à ça, c'est la création de linker. Un linker, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui en JavaScript, le tree checking, le webpack, qui supprime tout ce qui sert à rien. Et en .NET, on appelle ça un linker. Ça va supprimer toutes les API inutiles et ça va permettre de générer une application qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte et qui va pouvoir tourner sans problème sur un téléphone. Et cette techno, on verra que aujourd'hui elle revient et on essaye de faire des applis de plus en plus petites et optimisées. C'est aussi en 2009 que Moonlight, la version Silverlight mais pour Linux, fait son apparition. Vous allez donc pouvoir faire tourner des applications Silverlight sur un browser sur Linux. 2010, ça fait maintenant 10 ans qu'on fait du .NET. Il va y avoir encore une révolution puisque .NET c'est une révolution constante et on va ajouter une nouvelle brique au framework qui s'appelle la DLR qui permet de faire du dynamique et ça va s'inspirer fortement de ce qu'on trouve dans d'autres langages notamment Ruby et Python et on va rendre C# beaucoup plus dynamique. Donc si vous connaissez les API que vous utilisez, vous n'êtes pas obligé de faire du typage fort partout, vous pouvez simplement rajouter un mot-clé dynamique et votre code ne sera plus validé par le compilateur, ça va être utilisé uniquement en runtime et si vous êtes trompé. C'est aussi la sortie de Windows Phone 7, donc qui dit Windows Phone 7 va dire nouvelle plateforme de développement et en fin des années 2000 c'est l'enfer
chez .NET. Vous avez 13 plateformes de développement, vous avez du .NET, du .NET Client Profile pour une version allégée pour Windows, pour la partie uniquement client. Vous avez .NET Compact Framework pour les Pocket PC et mobile. Vous avez le Micro Framework pour l'embarquer. Vous avez Mono, vous avez Monodroid, Mono iOS. Vous avez Silverlight qui est une version différente. Vous avez Silverlight pour Windows Phone. Vous avez Moonlight. Vous avez XNA, une version .NET pour Xbox. J'en ai pas parlé, mais la Xbox 360 est sortie et vous avez une version XNA du framework .NET qui permet de développer sur console. Vous avez cette même version qui va permettre aussi de faire des jeux sur mobile, sur Windows Mobile, enfin Windows Phone 7 maintenant. Donc vous avez énormément de plateformes et finalement on est dans l'enfer des plateformes sur .NET et c'est là que ça commence un petit peu à dériver et finalement la simplicité qui était à la base d'unifier les plateformes se voit complètement oubliée. On arrive complètement dans l'opposé, on a beaucoup trop de plateformes et ça devient immaintenable. On n'arrive plus à partager du code facilement entre nos plateformes et quand on est développeur mobile par exemple, partager du code entre Monodroid et Monotouch, c'est quelque chose qu'on veut et ça devient compliqué de le faire. Partager du code pour Xbox, partager du code avec Silverlight, tout ça c'est très compliqué et ça devient l'enfer. Parce que là on en a gros. On en a gros. Mais en plus de ça, en 2010, Novell se fait racheter pour 2 milliards par Attachmate et la partie mono va être mise aux oubliettes pendant quelques mois puisque Attachmate n'en a pas grand chose à faire de mono. Heureusement, on va voir que Miguel va vite rebondir dans les années 2011. 2011, Miguel va sortir de Novell et créer une nouvelle société qui s'appelle Xamarin, qu'on connaît toujours. Et Xamarin va commencer par créer le support de Mono. Donc vous pouvez maintenant développer des applications Mono et avoir la garantie d'un support. Payant évidemment, c'est une société. Vous avez une nouvelle version de Monotouch, une nouvelle version de Mono pour Android. 2012, Windows 8 va sortir. Mais c'est pas seulement un nouvel OS, c'est une nouvelle façon de développer. Ça fait déjà quelques années que les processeurs ont changé, qu'on est sur du 64 bits, mais surtout qu'on est sur du multi-cœur et du multi-threadé. Il faut pouvoir profiter de toute cette puissance qui est divisée. Et Microsoft a créé un framework qui s'appelle TPL et qui est pas forcément compliqué à utiliser, mais qui n'est pas aussi bien intégré au framework .NET. Et en 2012, c'est l'arrivée des mots-clés Async Await qui vont permettre de faire de la programmation asynchrone d'une simplicité enfantine. Windows 8, ça veut dire aussi une nouvelle plateforme de développement. On va avoir UWP qui va permettre de développer sur Windows 8 et un peu plus tard sur du mobile. Côté mono, on va retrouver une nouvelle version de Xamarin. Donc, je continue d'appeler ça Mono parce que j'ai toujours appelé ça Mono, mais on est sur du Xamarin. Et vous avez Xamarin Mac qui va permettre de développer des applis sur Mac. Deux briques à côté de .NET, vous avez un nouveau langage web qui est le TypeScript, qui est lui aussi le deuxième langage créé par Microsoft. Et vous avez Signalair qui est une nouvelle brique de communication .NET qui fait abstraction des protocoles, qui ne va pas remplacer WCF, mais quelque part c'est un peu quand même la nouvelle génération de briques utilisées pour communiquer entre les applications, qu'elles soient serveur-serveur ou serveur-client-browser. 2013, on est toujours dans l'enfer des frameworks. On essaye de chercher des solutions pour pouvoir partager du code. On essaye de faire de plus en plus de développement mobile, mais pas que. On a besoin de développer des composants qui se partagent entre le serveur et le client. Par exemple, des DTO, c'est tout bête, mais il faut les partager. On n'a pas forcément envie de les recoder. Côté mobile, ça va être des composants graphiques ou autres. Et on a besoin de partager ce code. À cette époque, on va créer ce qu'on appelle des Portable Class Library. C'est un type de projet basé sur des profils. Vous allez avoir énormément de profils qui vont définir quelle API est disponible sur quelle plateforme, donc dans quel profil. Malheureusement, c'est assez compliqué de bien choisir son profil. Va y avoir des guidelines sur quel profil choisir en fonction de quelle plateforme vous allez cibler, mais c'est quand même assez compliqué
et souvent on est obligé de cibler plusieurs profils, ce qui est un petit peu stupide. 2014, nouvelle version Xamarin. On a Xamarin 3, mais on a surtout la sortie de Xamarin Form. Très peu de gens y croient au début. Moi personnellement, j'y crois dès le début. C'est une couche qui va uniformiser les développements, peu importe la partie mobile que vous faites. Évidemment, c'est très compliqué à mettre en place et ça va prendre des années. Le petit bémol, c'est aussi que ça utilise du XML, donc on est toujours sur cette partie XML. On s'accroche à XML et en plus de ça, c'est une version de XAML qui n'est pas la même que UWP et qui n'est pas la même que WPF. Donc on avait déjà l'enfer des frameworks, on se retrouve avec l'enfer du XAML. C'est vrai qu'à cette époque, énormément de développeurs commencent à se demander si on ne va pas se tourner sur d'autres plateformes que .NET et ça commence à être très compliqué pour .NET. Vous avez un nouveau Windows Phone qui sort, qui est Windows Phone 8.1, qui dit nouveau framework. On continue avec les frameworks. On fait une autre tentative pour essayer d'unifier toutes ces plateformes avec les BCL. Vous allez avoir des packages NuGet. Donc NuGet, c'est le repository, c'est la plateforme pour créer des packages et les mettre à disposition en .NET. Vous avez tout un tas de packages fournis par Microsoft qui vont compléter finalement les briques manquantes dans chacun des profils de votre application et avoir une espèce de plateforme unifiée, mais c'est vraiment très compliqué. 2015, dans ces années-là, c'est une révolution depuis déjà quelques temps. On a créé Node.js, tout le monde connaît aujourd'hui. Node.js a un avantage absolu, c'est que si vous savez faire du développement dans le browser, vous allez savoir faire du développement console ou de serveur web, ou peu importe, n'importe quelle application avec le même langage, la même syntaxe. Évidemment, il y a quelques différences, mais globalement, vous n'allez pas être totalement perdu. En plus de ça, ça vient avec une CLI. Il y a plusieurs langages maintenant qui utilisent des CLI. C'est assez utilisé côté Linux depuis des années. Côté Microsoft, on est toujours caché derrière Visual Studio, derrière MS Build, une plateforme relativement complexe, riche mais complexe, que les développeurs ne maîtrisent pas puisqu'elle est cachée derrière des outils graphiques. En 2015, on a donc cette envie de concurrencer ces outils, notamment Node.js qui est très puissant, qui se démarque un petit peu avec des bonnes performances, alors que .NET est plutôt en train de s'écraser, les performances sont pas si bonnes que ça. Pour un langage compilé, c'est un petit peu dommage. L'équipe ASP.NET va décider de changer la donne et de réécrire quelque chose presque from scratch. Et on va voir l'apparition de ASP.NET 5 avec des outils dédiés, DNX pour ceux qui en ont entendu parler, DNU, DNVM. Mais tout ça est très lié à l'équipe ASP.NET et une fois de plus, c'est une division entre maintenant une partie web et carrément le reste du monde. Et c'est pas cette solution que Microsoft veut. On veut vraiment essayer d'unifier les choses et ça va être un travail de longue haleine pendant plusieurs années. On a aussi un nouvel IDE qui sort, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Visual Studio Code. Ce n'est plus le même Visual Studio, d'ailleurs on va l'appeler juste Code. C'est un éditeur qui est fait en Node.js et qui permet d'éditer n'importe quel code source. C'est très proche d'un éditeur de texte mais très riche, extensible. Je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. 2015, c'est aussi la fin de Silverlight, du support Silverlight dans Chrome. Les entreprises sont obligées d'arrêter de travailler avec Silverlight, du moins dans Chrome. Dans le cas où vous voulez continuer à supporter Silverlight, vous êtes obligé d'utiliser Internet Explorer et c'est pas forcément ce qu'on veut. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à entendre parler de WebAssembly et dans les années qui vont suivre, Microsoft va s'intéresser à WebAssembly et sortir Blazor. 2016, ça y est, on arrive enfin à la convergence, au début de la convergence. Tout va changer à partir de 2016. Premier fait marquant, Microsoft va racheter Xamarin. Donc on sent une envie de partir sur du Linux et c'est normal parce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a Docker aussi qui a fait son apparition, Docker for Linux, et on a envie d'avoir des machines .NET sur Linux, sur Docker.
On va donc racheter Xamarin et en profiter pour rendre la plateforme Xamarin complètement gratuite et avoir un IDE sur Linux qui est gratuit. Bien sûr, l'éditeur Xamarin vient de Monodevelop à la base, mais il est beaucoup plus riche et il est très intéressant. Il permet de faire de l'Android et de l'iOS et du Mac. Mais c'est pas tout, c'est cette année-là que Microsoft crée la première version de .NET Core, enfin un framework complètement cross-platform qu'on va pouvoir installer sur n'importe quel OS et qui va pouvoir tourner bientôt sur toutes les plateformes mobiles, PC, ARM, etc. En plus de ça, le framework devient open source, donc vous pouvez trouver les sources de .NET Core sur GitHub. Ça va entraîner plein de code review sur la stack de base et apporter des corrections majeures pour améliorer les performances de .NET. En plus de ça, vous avez la CLI, donc DNX et DNU et sont remplacés par .NET, un outil unifié. Le problème, c'est qu'on ne peut pas migrer tous les projets sur .NET Core. On va avoir un remplaçant au portable librairie qui va être .NET Standard. .NET Standard 1 sort en 2016 et on va essayer de faire merger un maximum de projets de librairie dans .NET Standard. ASP.NET 5 devient ASP.NET Core et se base maintenant sur les outils sur la CLI de .NET. 2017, les efforts ont été conséquents, .NET Core 2 sort. C'est une version majeure qui rajoute énormément d'API et de stabilité et de performance. .NET Standard 2 sort lui aussi. Dans .NET Standard 1, vous aviez le minimum des API qui étaient croisés. .NET Standard 2, c'est un ajout majeur en termes d'API. Vous passez de 7949 API à plus de 32 000 API, c'est un saut de 142% d'API disponibles sur .NET Standard. Vous pouvez donc maintenant faire à peu près ce que vous voulez en utilisant .NET Standard. 2018, la progression continue, on arrive à .NET Core 2.1 et 2.2. La stabilité continue de s'améliorer, les performances aussi, c'est assez incroyable. On aura la dernière version du framework .NET normal qui est la 4.7.2. Autre fait marquant de Microsoft, le rachat de GitHub, un rachat conséquent qui montre vraiment l'ouverture de Microsoft à l'open source, ou en tout cas qui s'intéresse à l'open source peut-être plus que juste par générosité, mais aussi pour faire des stats, etc. C'est difficile à dire, mais en tout cas, GitHub va avoir beaucoup d'argent et dans les années qui suivent, GitHub va beaucoup s'améliorer, il y aura de nombreuses features qui vont sortir. Suite à ça, on va pouvoir créer des repositories privés de façon complètement gratuite. 2019, on se rapproche du but avec cette fois la sortie, comme je le disais, du framework 4.8, la dernière version qu'on aura, et .NET Core 3 et 3.1 qui sont des versions très très stables et avec des performances excellentes. Mais ce n'est qu'un petit pas et on attend 2020 en pensant qu'il y aura un .NET Core 4. Ça y est, on est en 2020 enfin et on nous annonce que finalement il n'y aura pas de .NET Core 4 mais il y aura un .NET 5 tout simplement. Tous les frameworks vont enfin être unifiés dans une seule plateforme, une seule brique. C'est ce qu'on attendait tous depuis des années. Je remercie tous les développeurs, les contributeurs du framework. C'est vraiment ce que j'attendais, moi personnellement, depuis des années, depuis très longtemps. Avoir un outil simple, performant, qui fait absolument tout. Donc en 2020, en cette fin d'année, on obtient .NET 5. Et autre fait marquant, GitHub rachète NPM. Donc si on résume, Microsoft a Xamarin, GitHub et NPM. C'est une puissance de feu incroyable. Je pense que .NET va encore faire des progrès. On sait que .NET 5, voilà, c'est la fin de l'année. Ça va être difficile de migrer tous nos projets dessus, mais on commence. Attention cependant, j'ai des collègues qui ont déjà remarqué qu'il y a des breaking changes qui peuvent gêner. Si vous avez déjà commencé à migrer, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de feedback, ça m'intéresse. Moi, je vais essayer de migrer mes projets en cours très bientôt, je pense avant la fin de l'année. J'ai 2 gros projets là où je travaille. On va essayer de migrer tout ça en .NET 5, notamment sur du F#5.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais que ça a été assez long, mais 20 ans c'est difficile à résumer en quelques minutes. J'ai sûrement omis un certain nombre de choses qui ont peut-être paru plus importantes à vos yeux. J'ai fait cette vidéo par rapport à mon expérience personnelle, sur quoi j'ai travaillé durant toutes ces années, tout ce que j'ai pu toucher. Je sais qu'à un moment j'étais un peu sceptique par rapport à ce qui se passait sur .NET. Il a fallu presque 5 ans pour arriver à unifier cette plateforme, ça a été très long, mais transformer 15 ans de travail en 5 ans finalement c'est peu. Et le succès est là aujourd'hui en .NET. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, du mobile, du web, du serveur, du client lourd, du client console.